En fait, les sondages promettent une réplique en quelque sorte de ce que nous avons vu aux élections européennes. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grande surprise. Le président de la République avait pris cette décision de dissolution au soir de l'élection européenne. C'est parce que il voyait bien que dans le pays, il y avait près de 50% des votes qui s'étaient exprimés pour les extrêmes et que compte tenu du spectacle que nous offrait l'Assemblée nationale chaque semaine avec la France insoumise qui ne respectait pas le jeu républicain, qui ne respectait pas les règles de l'Assemblée nationale, avec un Rassemblement national qui lui aussi vient toujours apporter une contradiction avec une démagogie exemplaire, on va dire. Donc forcément, il paraît logique qu'on retrouve dans les sondages quelque part ce que nous avons vu en termes de résultats d'élection. C'est pas très surprenant. Je crois que pour tous ceux qui sont des observateurs au sein du Parlement, la décision du président de la République n'est pas vraiment une surprise. Le président de la République avait bien annoncé que si jamais il y avait une motion de censure votée à l'Assemblée nationale, alors il dissoudrait le Parlement. Il était annoncé qu'il y aurait certainement une motion de censure qui serait votée à la rentrée de septembre. Donc c'était déjà un élément d'information pour le président. Ça voulait dire que au plus tard, il aurait fallu qu'il fasse la dissolution en septembre. Mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, les questions au gouvernement, tous les mardis, vous voyez bien le spectacle affligeant qui était offert par la France insoumise et aussi par le Rassemblement national. Donc, il paraissait difficile de continuer comme ça. Et puis, regardez un petit peu, quelle honte on a tous ressenti quand Madame Brigitte Macron s'est rendue aux obsèques d'une chanteuse populaire, aimée, Françoise Hardy, et que dans le cimetière, des gens sifflaient la première dame. Quand on en arrive là, on peut imaginer que le spectacle qu'auraient pu donner certains au moment des Jeux Olympiques, lorsque le président se serait avancé. Et donc, je pense que le président de la République a pris une décision raisonnable. On le voyait que dans l'hémicycle, ça devenait de plus en plus tendu. Même au Sénat, on sentait cette tension émerger. Et donc, je pense que le président de la République a voulu garder l'initiative, a voulu précipiter les choses pour que cette période, je veux dire, de transition soit la plus courte possible, pour que les Français prennent leurs décisions et qu'on puisse aller de l'avant. Donc moi, j'ai pas été surpris, je comprends sa décision, c'est certainement pas, comme certains voudraient le dire, un coup de poker, et je ne comprends pas que certains disent que c'est à gauche, que c'était une décision précipitée, puisque eux-mêmes ont voté beaucoup de motions de censure pour renverser le gouvernement. Donc ils auraient plutôt dû se satisfaire. Mais on verra en tout cas ce qu'il en est pour le futur. Mais je pense que c'est un mauvais procès qui est fait au président de la République que de dire qu'il a pris cette décision sur un coup de tête. À l'évidence, ça n'est pas bien connaître la réalité de ce que nous vivons au Parlement. Oui, mais Monsieur de Villepin, qui n'a pas aimé cette décision, est lui-même à l'origine de la décision de dissolution de 1997. Je pense que Monsieur de Villepin serait très bien inspiré de s'abstenir de donner un avis dans ce domaine. La question de la popularité, effectivement, du président de la République, on attendait beaucoup de choses du président de la République. Est-ce qu'un seul homme peut tout faire ? Bien souvent, quand les gens ont des insatisfactions personnelles, ils rejettent parfois un peu la faute sur l'autre.
Aujourd'hui, le président de la République assume une responsabilité. Il a permis de dégager une majorité par 2 fois. Il a été élu et réélu, président de la République, et avec une marge conséquente. Aujourd'hui, les choses évoluent et on voit qu'effectivement, le président de la République est l'objet de beaucoup d'attaques personnelles sur sa façon d'être, son jugement, des phrases. Moi, je remarque une chose, c'est que tout le monde s'accorde un petit peu comme un plus petit dénominateur commun au niveau politique pour attaquer le président de la République. C'est une cible aujourd'hui facile. Je pense que ça n'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de la France. Moi, ce qui m'importe, c'est de voter des bonnes lois pour les Français, d'orienter les choses dans le bon sens. Et puisque le président de la République a décidé qu'il fallait reconvoquer des élections, nous allons avoir une nouvelle majorité. Nous voyons que tous ceux qui faisaient de la démagogie à l'extrême droite, eh bien, on commence à les voir petit à petit refluer sur leurs promesses et commencer un petit peu à se rapprocher des positions ou des décisions qui avaient été prises par le gouvernement. Donc on verra pour la suite, mais ceci étant, c'est un peu facile de faire porter au président de la République toutes les difficultés de la France, et je pense que c'est un mauvais procès. D'ailleurs, je remarque qu'à l'international, il est vu de façon beaucoup plus positive qu'on ne le voit ici, à l'intérieur. Et moi, j'observe l'action du président de la République beaucoup plus depuis l'étranger, et je trouve qu'elle est plutôt positive. Oui, mais je pense que si on se projette dans le temps, dans le futur, je pense que le regard que nos compatriotes auront sur le président de la République sera beaucoup plus positif, parce qu'il a permis de lancer d'abord, il a rétabli une image de la France à l'international beaucoup plus glorieuse que celle que nous avions avec son prédécesseur. Il a donné beaucoup d'impact à la France, à l'international. Il a permis de faire en sorte que la France, grâce à cet impact, que la France soit la première destination des investissements étrangers en Europe. Ça a des répercussions au niveau de l'emploi, ça a des répercussions au niveau de l'industrie. On parle maintenant de rouvrir des usines, on voit des usines rouvrir. Et donc je pense qu'encore une fois, il y aura l'histoire jugera l'action. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, il faut continuer à avancer. La France vit une crise politique importante, mais ça n'est pas la première fois. C'est un défi et ça sera surmonté, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes engagées en politique qui sont de bonne volonté et qui sauront faire rétablir la réalité, la vérité des faits. Et aujourd'hui, il faut se confronter effectivement à une situation politique qui est ce que beaucoup de Français sont en colère. Et voilà, donc on va passer à ce vote et puis on verra pour la suite. C'est intéressant si les gens disent ça, parce que aujourd'hui le Rassemblement national propose toute une nouvelle génération et il se prépare soi-disant à élire, à favoriser l'arrivée plutôt au pouvoir d'un Premier ministre qui aurait 28 ans. Et la moindre interview vous permet de voir que on ne peut pas dire qu'il y a la réflexion la plus forte aujourd'hui qui est engagée. On voit bien avec les questions, les réponses du candidat de Jordan Bardella, dont on parle beaucoup pour devenir peut-être le prochain Premier ministre. Donc si on reproche à Emmanuel Macron d'avoir fait émerger une jeune génération, il semblerait que les Français aient trouvé que ce soit une bonne idée, puisqu'il semblerait qu'ils soient prêts à donner une majorité pour avoir un Premier ministre de 28 ans. Donc je pense que la valeur n'attend pas le nombre des années, selon la formule. Et ce qui est important, c'est l'expérience des candidats. Aujourd'hui, je vois que sur les affiches du Rassemblement national, on ne voit que la photo de Madame Le Pen et de Monsieur Bardella, et on voit juste un nom, ce qui veut dire qu'apparemment des Français s'apprêtent à élire de parfaits inconnus comme députés. Je pense que c'est plus que l'âge, c'est plus ça qui devrait les inquiéter.
Alors pour la jeunesse des 18-24 ans, ce qui nous préoccupe le plus, c'est qu'apparemment 60% de ces jeunes-là ne se soient pas exprimés, ne sont pas allés voter. Ça, notre inquiétude, plus qu'une part qui pourrait voter la France insoumise, on pourrait essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui amène à ces décisions. Mais ce qui nous préoccupe le plus pour nous, c'est plutôt la forte abstention sur les jeunes. Et en général, 60% des 18-25 ans, non, 60% des 18-25 ans n'ont pas voté. Et donc c'est beaucoup plus ça qui nous inquiète. Et on se rend compte en écoutant certaines interventions et certaines interviews que certainement au niveau de l'éducation nationale, il y a quand même un vrai sujet, puisqu'il y a finalement une grande méconnaissance du fonctionnement de nos institutions pour un jeune. Et pour faire son éducation, eh bien, l'éducation civique est aussi importante. Ceci explique aussi peut-être cela. Parfois sur la perte du respect que l'on peut observer dans les comportements. Et donc je pense que ça, s'il y a un vrai défi pour le futur, pour la France, c'est de revoir son système éducatif pour justement que nous puissions augmenter cette envie de participer des jeunes et qu'ils aient une meilleure vision et de l'importance qu'a leur vote pour le futur. Oui, mais ce sont des mots simples, compréhensibles par tout le monde, mais c'est pas parce que vous partagez une difficulté ou un problème que forcément vous amenez la solution. On peut parler d'immigration, on peut en parler très longtemps. L'immigration a toujours existé et existera toujours. Et donc nous-mêmes, Français, nous avons été un peuple qui a aussi émigré en certaines périodes de temps. Nous-mêmes, nous émigrions à une époque où les gens n'arrivaient pas à trouver suffisamment à manger en France. Ils partaient émigrer en Amérique du Nord, ils sont partis en Afrique, pour cultiver la terre, en Algérie, en Afrique du Nord. Et donc tous ces mouvements de population, on les connaît. Par contre, il y a un vrai sujet autour de l'immigration qui est la traite des êtres humains. On voit bien que l'immigration est un outil de la guerre hybride. On a bien vu ces colonnes de migrants qui arrivaient, qui se précipitaient à la frontière de Pologne via la Biélorussie pour pouvoir, juste avant que l'Ukraine soit envahie par la Russie. On voit bien tous ces trafiquants. On voit bien qu'aux États-Unis, plus de 500 000 personnes sont arrivées aux États-Unis l'an dernier. Ça arrivait grâce à des trafics. Donc ça, c'est le vrai sujet. Si on veut parler immigration, il faut parler aussi trafic, parce qu'ils ne viennent pas par hasard. Parfois, on leur fait croire aussi qu'ils vont être très bien accueillis. On fait croire à des jeunes garçons qui vont jouer pour Paris Saint-Germain ou Chelsea en Angleterre, ou alors des jeunes femmes parce qu'elles sont très jolies, qu'elles vont pouvoir être gravures de mode ou travailler dans la mode. Et si tu n'as pas l'argent, ben, pas de problème, on va te payer le voyage, on va t'avancer l'argent. Et ils sont pris dans des réseaux d'esclavage, des réseaux de prostitution. Il y a tous ces sujets qui viennent autour de l'immigration aussi. Et donc ça, ils n'en parlent pas. Or, c'est pour moi qui vis à l'étranger, qui m'occupe des Français établis hors de France, j'ai bien vu qu'on n'en faisait pas assez en amont pour prévenir les jeunes de ne pas se faire embringuer dans les réseaux. Ça n'a pas de sens de les voir partir sur des small boats, soit pour traverser la Manche, soit sur la Méditerranée. Ils risquent leur vie pour quel métier derrière ? Qu'est-ce qu'ils auront puisqu'ils ne sont pas attendus ? Donc tout ça, ça nécessite aussi de l'information, de la formation, et on fera évoluer les choses. Mais encore une fois, de toute façon, on a tous besoin les uns des autres. Donc ce concept de migration, en fait, on est tous sur le même bateau. Cette terre que nous partageons, on voit bien que la globalisation, c'est quoi ? On voit bien que les grands enjeux, les enjeux énergétiques, les enjeux d'évolution de la population sont des enjeux globaux. On parle du narcotrafic, mais le narcotrafic entre les pays producteurs et les pays consommateurs, ce sont les deux faces de la même pièce. Tous les problèmes, il faut les aborder de façon globale. Et donc c'est pour ça que les approches nationalistes
des partis qui cherchent à faire en sorte que que les pays se referment sur eux-mêmes, ce ne sont pas des pays qui vont dans le sens de régler les difficultés, de régler les problèmes. Le Rassemblement national a changé son discours. Est-ce que pour autant il a changé? Quand nous retrouvons souvent les mêmes personnes. Maintenant, chasser le naturel, il revient au galop, selon la formule. Et nous le voyons avec la question de la binationalité. Être binational, ça ne veut pas dire on est 50% français, 50% une autre nationalité. Être binational, ça veut dire on est 200%. On est 100% français, on est 100% une autre nationalité. Et donc, vouloir commencer à classer les Français selon le fait qu'ils ne sont pas tout à fait français, parce ils auraient une autre nationalité. Ça veut dire quoi? Quand ils tiennent une nationalité de leur père, une autre de leur mère, est-ce qu'ils doivent choisir entre leur père et leur mère? Rejeter la nationalité de l'un des deux? C'est pas entendable. Et donc tout ça, ça montre ce fonctionnement, qui serait un fonctionnement effectivement de découpe. Et donc on va commencer à dire que dans la population, il y en a certains qui doivent être avantagés par rapport à d'autres. Et voilà comment on fait partir l'égalité républicaine, comment on s'attaque aux valeurs. Et donc ce sera la valeur d'égalité qui sera attaquée, demain la valeur de liberté, on le verra, voire la valeur de fraternité, puisqu'on commence à faire un classement dans ceux qui devraient avoir donc l'aide fraternelle de la République. Et donc on voit bien que c'est un parti qui n'a rien perdu de ses distances avec nos valeurs républicaines. Il y a plusieurs scénarios et le scénario selon lequel le Rassemblement national aurait la majorité absolue n'est pas le scénario pour l'instant prévu par les sondages. Donc ça n'est pas pour l'instant une thèse que je favoriserais, c'est une possibilité, mais pour l'instant ça n'est pas encore une probabilité. Je pense qu'il serait malsain que le président soit forcé d'une façon ou d'une autre par certains à chercher à le faire démissionner. Ça ne serait pas respecter le mandat. Il a été élu pour 5 ans. Et si maintenant on commençait d'une façon ou d'une autre à chercher à faire arrêter un mandat avant son échéance, eh bien tout ça ne serait plus très républicain. Donc je préfère ne pas imaginer que certaines paroles que j'ai pu entendre se répètent et qu'on puisse chercher à faire pression sur le président de la République pour le faire démissionner. Si il y a une crise politique, c'est-à-dire si les Français n'arrivent pas à donner une majorité à la prochaine Assemblée nationale, comme ils l'ont fait la fois d'avant, il faudra s'adapter. Il faudra trouver que ceux qui sont élus trouvent des solutions pour pouvoir mettre en place un gouvernement selon un accord et pour pouvoir décider des nouvelles lois, du nouveau budget pour la France. Donc c'est pas, pour moi, on verra ça au lendemain du second tour, qui les Français ont décidé d'élire, mais il est vrai que moi-même je ne sais pas trop bien où on irait si nous avions beaucoup d'élus Rassemblement national, puisqu'on voit bien qu'on ne voit que leur nom sur les affiches. On ne sait pas en fait à qui on aura vraiment affaire, et donc quelle sera la suite de tout ça, l'avenir le dira. Il faut déjà que les Français s'expriment, qu'ils votent, et une fois qu'ils auront voté, à ce moment-là, on verra la majorité qui se dégagera. Mais ce n'est pas la dissolution qui risque de mettre le pays dans le chaos, c'est éventuellement le vote des électeurs. C'est leur choix. S'ils portent les extrêmes au pouvoir, c'est ça qui risque de créer le chaos. C'est certainement pas le président de la République. Nous verrons ça dans quelques jours, puisque le premier tour sera dimanche, donc ça va arriver très vite. On peut l'espérer. On peut l'espérer. Ceci étant, il ne vous a pas échappé que à gauche, il y a une alliance avec la France insoumise qui pose de nombreuses questions, puisqu'on a vu le comportement de la France insoumise pendant 2 ans. Et donc, on peut comprendre qu'il soit difficile pour certains
de voter pour un candidat de la France insoumise, après le spectacle qu'ils ont montré, qui n'était pas du tout, pour le coup, républicain. Le mot de la fin, pour tous ceux qui ont la possibilité de voter, eh bien, allez voter.